Il te sera plus facile de comprendre ta pathologie si tu connais les bases anatomiques de l'œil. Quand je t'aurai tout expliqué simplement, on pourra passer aux différentes pathologies rencontrées en ophtalmologie. Pour ça, il va falloir s'organiser et rester simple. On va commencer par couper l'œil en deux parties, un peu comme les deux parties d'un appareil photo. Le segment antérieur qui correspond à l'objectif de l'appareil photo. Cette partie commence par la conjonctive qui est une petite membrane transparente qui recouvre la sclère, la partie blanche de l'œil, et qui se prolonge pour tapisser la partie postérieure des paupières. Cette photo va rassurer les porteurs de lentilles de contact qui craignent que leurs lentilles passent derrière les yeux. On voit bien que c'est impossible. La conjonctive a un rôle de défense immunitaire et contribue à la stabilité des larmes pour éviter la déshydratation trop rapide de l'œil. Sous la conjonctive se trouve la sclère, le blanc de l'œil comme on vient de le voir. La sclère est une enveloppe fibreuse qui donne à l'œil sa rigidité. Elle protège des agressions les parties internes de l'œil. Dans la continuité de la sclère se trouve la cornée. C'est un tissu transparent qui se trouve sur l'avant de l'œil, tellement innervé que ça en fait la partie la plus sensible du corps. C'est le premier et le plus puissant dioptre de l'œil. Son rôle est de dévier les rayons lumineux qui arrivent sur l'œil vers la rétine. Elle est constituée de 3 couches, plus une de transition. L'épithélium pigmentaire de 50 microns environ, c'est un tissu qui repousse et se régénère en permanence. Une couche de transition, la couche de Bowman. Le stroma, qui représente 90% de l'épaisseur de la cornée. L'endothélium, la partie la plus profonde, il maintient une hydratation optimale de la cornée pour assurer sa transparence. Juste en arrière de la cornée se trouve l'iris, la partie colorée de l'œil, avec en son centre la pupille. Il gère, grâce à 2 muscles, la quantité de lumière qui entre dans l'œil en jouant sur la taille de la pupille. Le premier muscle est le sphincter de l'iris, qui permet la contraction, donc la fermeture de la pupille. Si la lumière est trop forte, la pupille se referme pour réduire la quantité de lumière qui entre dans l'œil. C'est le myosis. Le deuxième muscle, le dilatateur de l'iris, permet de dilater la pupille. Si la lumière est trop faible, la pupille se dilate pour augmenter la quantité de lumière qui entre dans l'œil. C'est la mydriase. Juste derrière l'iris, invisible, se trouve le cristallin. C'est le deuxième dioptre de l'œil, 2 fois moins puissant que la cornée. Il contribue aussi à dévier les rayons lumineux vers la rétine. Il peut se déformer pour changer sa puissance en fonction de la distance où se trouve l'objet à regarder. C'est l'accommodation ou la mise au point qui permet d'avoir l'image la plus nette possible. Autour du cristallin se trouve le corps ciliaire, composé du muscle ciliaire qui permet l'accommodation dont on vient de parler. Ce muscle agit sur le cristallin par l'intermédiaire de petites fibres de la zonule. Et 2, les procès ciliaires, qui sécrètent l'humeur aqueuse. C'est un liquide qui permet de nourrir les tissus de l'œil et de maintenir un bon équilibre de tension dans l'œil. Ton œil est constitué de lentilles et d'un système de mise au point pour focaliser en un point précis. Tu comprends pourquoi je te parle de l'objectif de l'appareil photo. La deuxième partie de l'œil, c'est le segment postérieur qui correspond au boîtier de l'appareil photo. Cette seconde partie commence avec le corps vitré. C'est un gel transparent qui remplit l'intérieur de l'œil entre le cristallin et la rétine. Ce gel est contenu dans la hyaloïde. L'ensemble sert de tissu de soutien pour maintenir le volume de l'œil. Il maintient la rétine bien plaquée au fond d'œil et la protège. Ensuite vient la rétine, la pellicule photo. Elle tapisse le fond d'œil et contient les photorécepteurs de la lumière. Ces photorécepteurs vont transformer la lumière en signal électrique. Les corps de ces photorécepteurs se rejoignent pour former le nerf optique qui va permettre au signal électrique de sortir de l'œil pour aller vers le cerveau qui va les interpréter pour te permettre de voir. Même si tu as un appareil photo au complet et son fil électrique, ça ne va pas suffire pour te permettre de voir. Il faut transporter les informations jusqu'à ton cerveau. L'endroit qui permet l'interprétation des images se trouve à l'arrière de ton crâne. Pour transporter l'information de l'œil jusqu'à l'aire visuelle, tu utilises les voies visuelles. Je ne vais pas trop entrer dans le détail, mais les voici. Les nerfs optiques de chaque œil se rejoignent au niveau du chiasma optique qui a une forme de X, où les fibres de chaque œil s'entrecroisent. La sortie du chiasma optique forme les bandelettes optiques qui se dirigent vers les corps genouillés, où les fibres sont réorganisées une seconde fois. La sortie des corps genouillés forme les radiations optiques qui emmènent le signal électrique au cerveau. Ça fait donc 2 appareils photo à gérer et donc 2 images qui arrivent à ton cerveau. Et donc pourquoi tu ne vois pas double ? Je vais faire simple. Pour ne pas voir double, ton cerveau apprend à coordonner les 2 yeux et à fusionner leurs images entre 0 et 1 an, environ. C'est la mise en place de la stéréoscopie, la vision du relief. Si cette coordination se fait mal, le cerveau s'organise tant bien que mal pour éviter de voir double. Quand le système qu'il a mis en place dans l'enfance se dérègle, une vision double apparaît. On verra ça plus tard. Tu vois, les choses sont quand même bien faites. Mais dis-moi,
tes yeux bougent. Alors comment ton cerveau arrive à gérer ça en plus? Ton cerveau doit coordonner 6 muscles qui permettent le mouvement des yeux. Si ton œil droit tourne à droite, il faut que ton œil gauche fasse exactement le même mouvement pour que les images restent fusionnées. Pour les étudiants ou futurs étudiants en orthopsie, cette capacité s'explique par 2 lois. La loi de Sherrington qui dit que quand un muscle se contracte, son contraire doit se relâcher. Et la loi de Hering, dans les mouvements oculaires, l'influx nerveux est envoyé en quantité égale aux muscles concernés des 2 yeux. Exemple, si tu veux regarder à droite, les 2 muscles qui permettent à tes yeux de regarder à gauche doivent se relâcher. Et une quantité égale d'énergie est envoyée aux 2 muscles qui te permettent de regarder à droite pour qu'ils se contractent. Pour te montrer que tu as bien une image qui arrive de l'œil droit et une de l'œil gauche, puis une fusion des images, je vais te faire un petit test simple. Mets tes doigts l'un derrière l'autre à une distance d'environ 30 cm. Fixe le premier, et si tu fais bien attention, tu devrais voir le deuxième en double. Si tu fermes un œil, le deuxième n'est plus vu double. On appelle ça la diplopie physiologique. Il me reste une dernière chose à voir avec toi, ce sont les paupières. Leur rôle est de protéger les yeux des agressions physiques, et elles contribuent à l'étalement des larmes pour bien stabiliser l'hydratation de tes yeux. Comme tes paupières s'ouvrent et se ferment, tu dois bien te douter qu'il y a des muscles là-dessous. Pour ouvrir et maintenir l'œil ouvert, tu as le muscle releveur de la paupière supérieure. Pour fermer l'œil ou serrer les paupières, tu as le muscle orbiculaire. Et je vais associer aux paupières supérieures les glandes lacrymales qui sécrètent la partie aqueuse de tes larmes. Et dans les paupières se trouvent les glandes de mébonius responsables de la sécrétion de la partie grasse des larmes. Reste à voir les voies lacrymales. Leur rôle est l'évacuation des larmes vers le nez. Elles débutent des coins internes des paupières supérieures et inférieures, avec les points lacrymaux qui sont des petits orifices, puis forment des petits conduits appelés canalicules lacrymaux pour finir dans le sac lacrymal. C'est pour ça que quand tes yeux pleurent, le nez coule. Maintenant que je t'ai montré l'anatomie de l'œil, on va pouvoir parler des différentes pathologies sur les différentes zones que l'on vient de voir. Et on va commencer par les zones du segment antérieur.